rien. Et ça ne signifie rien. Objection Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent, avec Vincent Couronne. Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Avec la participation de Tania Rachaud. Bonjour Tania. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Cette émission est réalisée dans les conditions presque parfaites du déconfinement par Lucien Auriol. La coordination et les lectures sont de Camille Bloomberg. Et cette émission est aussi préparée avec l'aide de Gabriel Donc et Eban Valéis. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des Surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast. L'Europe. Le président italien demande à Bruxelles des mesures d'urgence. J'espère que tout le monde comprend bien, avant qu'il ne soit trop tard, les menaces sérieuses qui pèsent sur l'Europe. Emmanuel Macron le soutient et réclame des emprunts Corona, des dettes au niveau européen pour relancer l'économie. Refus immédiat du Premier ministre des Pays-Bas et de la chancelière allemande. Il redoute des dérives budgétaires dans les pays du Sud. J'ai été étonné d'ailleurs de voir que l'Union européenne, qui n'a pas dit un mot dans cette affaire, donc on ne sait pas à quoi elle sert. Je considère que l'Union européenne est totalement passée à côté de cette crise, qu'elle a laissé de manière absolument lamentable les États européens se débrouiller, qu'elle les a abandonnés à leur sort. Nous venons d'entendre dans l'ordre un reportage de France 24 le 30 mars 2020, Marine Le Pen sur France Inter, la matinale le 26 février 2020, et puis Jordan Bardella, député européen sur Europe 1 en mars 2020. Alors l'idée reçue ici, c'est que l'Union européenne n'aurait rien fait pour gérer la crise sanitaire due au coronavirus, mais la question qu'on peut se poser, c'est d'où vient cette légende ? Elle vient d'un peu partout dans le champ politique, et pas simplement des partis populistes ou traditionnellement eurosceptiques. Elle vient également d'un peu ailleurs en Europe, l'Italie, l'Espagne, etc., qui sont des pays qui ont été très touchés et qui non forcément sont très critiques envers la gestion par l'Europe de la crise sanitaire. Et comment cette idée s'est-elle répandue ? Eh bien, il faut quand même reconnaître que le Rassemblement national a largement contribué à répandre l'idée, et que ce qui est paradoxal, c'est que Marine Le Pen se demande à quoi sert l'Europe, mais à aucun moment elle ne se satisfait que l'Europe ne fasse rien, car ce serait à l'État d'agir selon l'idéologie traditionnelle des eurosceptiques. En réalité, ici, on tombe dans les contradictions des populistes qui crient haro sur l'Europe en longueur de journée et qui, pendant la crise, se plaignent qu'elle n'en fasse pas assez. Est-ce que, du coup, Marine Le Pen voudrait ici plus d'Europe ? Bon, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux cette idée selon laquelle l'Europe n'aurait rien fait ou quasiment rien fait pendant cette épidémie de coronavirus ? Eh bien, c'est difficile de trancher, en tout cas de trancher tellement, parce que la solidarité européenne, c'est vrai, a failli au début de l'épidémie de coronavirus, mais c'est surtout dû au fait que l'Union européenne, en matière de santé, a très peu de pouvoir. Malgré tout, et fait rare en politique, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a reconnu le manque de solidarité envers l'Italie au début de l'épidémie et lui a présenté publiquement ses excuses. On l'écoute au Parlement européen le 16 avril 2020. Trop de voix manquaient à l'appel lorsque l'Italie a eu besoin d'aide au commencement. Et pour cela, oui, il est juste que l'Europe dans son ensemble présente ses sincères excuses. Et maintenant, place à l'édito d'Objection Votre Europe. Qui sait, qui s'y retrouve dans qui fait quoi parmi nos responsables politiques ? On parle souvent du millefeuille territorial avec ses 35 000 communes, les intercommunalités, dont certaines sont des métropoles, des départements, il y a les régions, et il y a l'État, et puis évidemment au-dessus, il y a l'Union européenne. Qui peut sérieusement dire, lorsqu'il va élire son maire, ce que son maire pourra faire vraiment ? Vous penserez traitement des eaux usées, gestion des ordures ménagères, de la voirie, mais dans de nombreux cas, en réalité, ces compétences ont été captées par l'intercommunalité ou la métropole. Alors pourquoi pas, simple idée, placarder dans chaque mairie, dans chaque local municipal, la liste des compétences, qui fait quoi dans ma ville, dans mon pays, dans mon Europe, et ainsi, on saurait lorsqu'on vote quel pouvoir nous déléguons à nos représentants et pour quoi faire. On saurait aussi qui est responsable de chaque situation. En réalité,
on se heurterait à un problème de taille. C'est que si on devait mettre noir sur blanc les compétences des uns et des autres, en fait, vous n'auriez pas un tableau bien propre avec pour chaque collectivité sa colonne, ses compétences. Non, ça ressemblerait plutôt à des cases avec des flèches un peu partout, tellement notre droit brouille les pistes. Si on prend l'exemple du TER, le TER, train régional, il est en retard. Est-ce que c'est la faute de la région qui finance ces TER via un contrat avec la SNCF? Est-ce que c'est la faute de la SNCF qui les fait rouler, de l'État qui est propriétaire de l'entreprise ou de l'Union européenne qui recommande le cadencement des trains, vous savez, le fait qu'ils partent toujours à des heures fixes en vue de l'ouverture à la concurrence? Prenons un autre exemple. On se souvient du scandale de la viande de cheval dans les lasagnes de supermarché. À qui la faute? L'étiquetage est imposé par l'Union européenne, mais certaines parties de l'étiquette relèvent encore des États, voire même des régions pour les labels locaux. Mais si le problème vient des contrôles, ceux-ci sont imposés par un règlement de l'Union européenne, mais pratiqués par les États membres. Donc on repose la question, à qui la faute du cheval dans les lasagnes de bœuf? Tout le monde ainsi s'occupe de tout et n'est responsable de rien, si bien qu'on peut tous voir midi à sa porte et accuser qui bon nous semble. L'exemple type étant la gestion de l'épidémie de coronavirus, chaque responsable politique pouvait y voir la validation de ses thèses, le Rassemblement national y voit l'inefficacité de l'Union européenne, les républicains l'inconséquence de l'État, et la gauche la nécessité de renforcer les pouvoirs de l'Union. Bref, même les experts ne savent plus à quel saint se vouer. Selon certains, l'Europe n'a rien fait pour la crise du coronavirus. Selon d'autres, elle est à l'avant-poste de la crise due à cette épidémie. Et en fait, les deux ont tort. Les premiers parce que l'Union peut agir et agit effectivement. Par exemple, lorsque la Banque Centrale Européenne injecte 1600 milliards d'euros dans l'économie. Les seconds parce qu'elle ne peut pas tout et n'a pas reçu le pouvoir de diriger la réponse à la crise sanitaire liée au Covid-19. Petit tour de ce que l'Union peut ou ne peut pas faire dans cette crise. Vous connaissez l'adage « à l'impossible, nul n'est tenu ». Alors voyons d'abord ce que l'Union ne peut pas faire, parce que l'Union européenne n'agit que dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés. Conférés par qui? Par les États membres. Et en 2007, lors de la rédaction du traité de Lisbonne, il était prévu de donner à l'Union européenne le pouvoir d'harmoniser les législations des États membres pour mieux lutter contre les pandémies, transfert de patients, protocoles sanitaires comme par exemple les fermetures de commerce. Tout cela en réalité avait été mis dans le défunt projet de constitution européenne. Et lorsque les États membres reprennent la main sur ce texte à Lisbonne, à la demande du Danemark, pour ne pas le citer, ce pouvoir est retiré du traité. Oui, c'est vrai qu'on mentionne souvent le Royaume-Uni comme un pays qui participe peu à l'Union, si peu que maintenant il n'y est plus du tout, mais le Danemark a aussi de grandes habitudes de dérogation au sein de l'Union. Dérogation à certains aspects comme l'espace de liberté, de sécurité et de justice, mais c'est donc aussi un frein pour les négociations sur des sujets comme la santé. Oui, et puis il faut dire, Tania, qu'au moment où on négocie le traité de Lisbonne, et après l'échec en France et aux Pays-Bas du projet de constitution européenne, tous les États étaient d'accord avec le Danemark pour retirer au texte son ambition de départ, et notamment cette ambition en matière sanitaire. Et c'est ainsi qu'on a interdit en 2007 à l'Union européenne d'agir efficacement et de manière harmonisée en cas de pandémie. Du coup, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est le texte suprême dans l'ordre juridique européen, ce traité interdit à l'Union toute harmonisation des législations nationales pour lutter contre les menaces transfrontalières à la santé, et la protection de la santé publique reste donc essentiellement du ressort des États membres. Mais à la base quand même, en 1992, à Maastricht, lors de la signature du traité, les États ont quand même souhaité donner à l'Union quelques pouvoirs en matière sanitaire, mais sans qu'elle puisse évidemment harmoniser. Elle peut simplement faire des recommandations, donner des avis aux États pour les aider à améliorer leur protection de leur système sanitaire. Donc, pour l'Union européenne, ça n'était pas une priorité, et puis de toute façon, la question ne se posait pas parce qu'elle n'avait pas de moyens financiers pour aider les États dans la prévention des épidémies.
En 2005, une agence est créée, toutefois, c'est le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Il est basé à Stockholm, en Suède, et c'est un peu l'équivalent européen des CDC américains, les Centers for Disease Control, qui ont été très actifs pendant la crise sanitaire aux États-Unis. Sauf que, à la différence du système américain, l'agence européenne, elle a un tout petit budget, 60 millions d'euros pour 300 agences seulement. C'est presque 10 fois moins que la seule Santé publique France, c'est-à-dire l'agence française chargée de faire la même chose pour la France. Et puis, évidemment, à partir de la crise financière de 2008, qui rend impossible toute attention portée par le très faible budget européen à ces questions sanitaires, on remise vraiment à l'arrière des priorités les questions de prévention des épidémies. Alors on a beaucoup entendu aussi Marine Le Pen qui critiquait la gestion des frontières et le fait que l'Union ne les ferme pas. Autre sujet, intéressant s'il en est, parce que l'Union européenne ne peut pas rétablir les contrôles aux frontières. Seuls les États membres le peuvent, ils peuvent décider eux-mêmes, et eux seuls, de rétablir les contrôles. Certains pays d'ailleurs, dont la France, se sont réunis en Italie au tout début de la crise et ont décidé, en connaissance de cause, en connaissant bien les critères et l'évolution de la pandémie, de ne pas fermer les frontières entre leurs pays. Cela aurait été, disait-il, contre-productif, car d'une part, cela aurait freiné la circulation du matériel médical et des médicaments entre les États, et on a bien compris qu'il fallait que ça circule, parce qu'en France, des médicaments, on n'en avait pas assez. Et puis, d'autre part, dès lors qu'un pays entier est confiné, ce qui était le cas de l'Italie ou de l'Espagne à l'époque, puis de la France ensuite, il est inutile de fermer les frontières, car en réalité, plus grand monde ne les traverse, car plus personne ne sort de chez soi. Il en va de même pour les frontières extérieures de l'Union européenne, c'est-à-dire celles vers les pays tiers. Même si les États membres se sont coordonnés au sein du Conseil européen pour les fermer en même temps, en réalité, ça n'est pas à l'Union de décider, et elle n'a pas ce pouvoir de fermer ou d'ouvrir les frontières extérieures. Et d'ailleurs, la réouverture des frontières en juillet 2020 se fera en même temps pour tous les États membres, mais seulement, pourquoi ? Parce qu'ils se sont coordonnés entre eux. Chaque État conserve donc la maîtrise de ses propres frontières dans le cadre de la crise sanitaire. Cela n'a donc pas de sens d'affirmer que l'Union ne fait rien dans un domaine où les États membres n'ont pas voulu qu'elle puisse agir. Il est hors de question pour l'Union d'outrepasser les pouvoirs qu'elle a reçus, et on a vu lorsque la Banque Centrale Européenne tente quelque peu d'élargir les siens, comment certains États peuvent réagir, et notamment la Cour suprême allemande. Alors on peut voir aussi ce que l'Union européenne a fait dans la gestion de cette crise sanitaire. Il n'y a pas que, d'abord, il faut le dire, il n'y a pas que des mesures de santé publique qui peuvent aider à affronter la crise sanitaire. Il y a aussi les mesures budgétaires et économiques. Et dans ce domaine, l'Union a de quoi agir. On ne dressera pas la liste des mesures prises par l'Europe pour faire face à l'épidémie de Covid-19. La Commission européenne en fait elle-même la promotion sur son site internet, mais quelques exemples tout de même assez marquants de ce qui a pu être fait ou de ce qui est en train d'être fait. Pour le bon fonctionnement du marché intérieur, par exemple, afin que tout le monde puisse avoir des médicaments, du matériel médical en temps et en heure, l'Union a coordonné l'approvisionnement du matériel sanitaire en lançant ce qu'on appelle un appel d'offres européen. C'est une procédure assez récente et qui, il faut le dire, est utilisée pour une des premières fois dans l'histoire européenne, et ça a moyennement marché, mais en tout cas, c'était bien essayé, ça a eu quand même quelques effets. La Commission a aussi supprimé les droits de douane sur le matériel médical et tous les médicaments qui proviennent des pays tiers, ce qui fait que tout ça coûtait beaucoup moins cher à importer lorsqu'on en avait besoin d'en commander en Chine, aux États-Unis ou ailleurs. Et avec l'aval du Parlement européen, l'Union a aussi utilisé l'arme budgétaire, flécher des crédits du budget européen vers les dépenses de santé, notamment pour la recherche d'un traitement et d'un vaccin. Mais l'Union ayant un budget très faible, c'est plus de 20 fois inférieur au budget fédéral américain, et comme l'Union n'a pas le droit de s'endetter,
eh bien ces marges de manœuvre sont inférieures à celles d'un État comme la France, et évidemment bien inférieures à celles des États-Unis dans la gestion d'une crise comme celle-là. Et pour éviter le risque de sous-investissement, parce que l'Union ne pouvant pas dépenser en s'endettant, eh bien elle a autorisé les États à le faire à sa place. C'est-à-dire qu'elle a autorisé les États à s'endetter eux-mêmes en dérogeant à la règle des 3% de déficit. Et ce qui est intéressant ici, c'est que cette règle qui permet de déroger aux 3% de déficit en cas de crise économique grave, eh bien cette règle a été instaurée en pleine crise financière en 2011 et c'est la première fois qu'elle est utilisée ici. Ce qu'il faut rappeler donc, c'est que lors de la crise financière, on a mis 3 ans pour réagir et instaurer ce genre de dérogation, alors que pendant la crise sanitaire ici, la règle existait déjà et ça n'a pris que quelques semaines à l'Union pour réagir. Et si vous voulez en savoir plus sur le dogme des 3% de déficit de la dette publique, eh bien, Objection Votre Europe en a déjà fait un épisode. Oui, bon, on va pas trop s'attarder sur cette question, Tania, et effectivement, vous renvoyez à cet épisode-là que nous avions déjà fait, très intéressant par ailleurs, mais surtout, et c'est la décision la plus spectaculaire que l'Union européenne pourrait prendre, c'est le fait qu'Angela Merkel a enfin rallié l'Allemagne à l'idée d'Emmanuel Macron, qu'il défend depuis le début de son mandat de permettre à l'Union d'emprunter des sommes importantes et de les distribuer aux États dans le besoin. Le 18 mai 2020, le président français et la chancelière allemande ont annoncé qu'ils défendraient la possibilité pour la Commission européenne d'emprunter 500 milliards d'euros pour les distribuer aux États, dont la France, l'Italie et l'Espagne, évidemment, pays les plus touchés par la pandémie. Qu'on se comprenne bien, 500 milliards, c'est 4 fois le budget annuel de l'Union européenne. C'est colossal et surtout, c'est un verrou psychologique majeur qui saute du côté allemand, en acceptant que l'Union s'endette et transfère de grandes sommes aux États dans le besoin. Mais alors, Vincent, est-ce que ce serait le signe d'un basculement vers du fédéralisme ? Est-ce que c'est une première étape vers une Union européenne renouvelée ? Moi, je pense qu'il est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, ça me semble emporter une vision un peu plus renouvelée, différente de l'Union européenne. Alors, il est trop tôt pour le dire, parce qu'en réalité, tout ce qui va, c'est ce qui va vraiment décider de si on change vraiment d'air en Europe, c'est de si, pour rembourser ces 500 milliards, l'Union européenne lève un impôt européen ou plusieurs impôts européens. Et là, dans ces cas-là, on aurait la naissance d'un véritable pouvoir fiscal européen qui, là, pour le coup, ferait passer l'Union européenne dans un système clairement fédéral, alors qu'aujourd'hui, l'ambiguïté demeure. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec ces 500 milliards, l'Union change d'échelle et entre dans la cour des grands. Alors certes, ça reste encore 7 fois moins que le budget fédéral des États-Unis, mais comme je le disais tout à l'heure, auparavant, c'était 20 fois moins. Et peu sont ceux, aujourd'hui, qui mesurent les conséquences de cette décision sur l'avenir de l'intégration européenne. Mais une chose est sûre, elles seront plus profondes que ce qu'on croit. T'as voulu voir le salon et on a vu le salon. T'as voulu voir la chambre et on a vu la chambre. T'as voulu voir le placard et on a vu le placard. T'as voulu voir la fenêtre et on a vu la fenêtre. T'as voulu voir les chiottes et on a vu les chiottes. J'ai voulu voir le balcon, on n'avait pas de balcon. Ouais, c'est con. J'ai voulu voir Arte, j'ai vu Christophe Barbier. J'ai voulu voir Romer, j'ai vu Bruno Le Maire. J'ai voulu voir Twitter, j'y suis resté 8 heures pour ou contre Raoult, je sais plus trop, j'avoue. Est-ce qu'Olivier Véran vaut mieux qu'Agnès Buzyn et Benjamin Griveaux dans tout ça, qu'est-ce qui devient? Je me demande bien. Oh mais, je te le dis, je regarderai pas Macron faire son allocution à 20h ce lundi. Je préfère recompter les lattes du plancher. Il y en a 48, c'est fou que le temps passe vite. T'as voulu voir Macron et on a vu Macron. Maintenant tout est plus clair, on sait ce qu'il faut faire. Pour pas se contaminer, il faut se confiner. Mais pour se déconfiner, faut être immunisé. Pour être immunisé, faut se faire contaminer. Pour se faire contaminer, il faut se déconfiner. C'est QFD. T'as voulu mettre un masque, et bah y'avait pas de masque. Mais je peux t'en faire un à base de sopalin. J'ai voulu truc de ouf, aller acheter de la bouffe. Mais juste au coin de la rue, un flic m'est tombé dessus. J'avais pas marqué l'heure sur mon attestation. J'avais une mode de beurre, n'a coûté tant de pognon. Inflation. Oh mais Macron a dit, chauffe personne, il faut rester chez vous. Quitte
à devenir fou. On doit rester unis pour sauver la nation et l'hôpital public et la pigmentation de la barbe d'Édouard Philippe. Tu veux voir le JT? Waouh, la chouette idée. Je te laisse 10 minutes max pour finir les Xanax. Le pays est en guerre, on ferme toutes les frontières, déficit, récession, des chômeurs par millions. On est en plein cauchemar, mais place du Panthéon, on a vu des canards, si c'est pas mignon. Et en plus, c'est bon, rôti. Alors à ce qui paraît, faut tenir jusqu'au 11 mai. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tout ce temps offert? On a déjà tué le chat, ligoté les enfants, dénoncé le voisin qui va voir ses parents dans un EHPAD pourri du côté de Charente. On vivant que ce soit fini, qu'on se confine en prison pour de bon. Oh mais Macron a dit l'ancien monde c'est fini. Débloquons des crédits pour les plus démunis. En septembre prochain, s'il continue comme ça, on le verra avec un joint à la fête de l'UMA. À 20h, il faut se mettre à gueuler à la fenêtre pour soutenir les soignants en galère d'équipement. C'est les mêmes l'an passé qui se faisaient tabasser par la marée chaussée pour avoir du budget. Maintenant c'est des héros, moi je leur tire mon chapeau si avec tout ça ils tiennent pas un peu schizophrènes. Pourvu qu'ils tiennent, qu'on s'en souvienne. Vous venez d'écouter Les Goguettes, t'as voulu voir le salon, un tube qui a fait pas mal le tour des réseaux sociaux pendant le confinement, situation pour laquelle cette chanson a été écrite. Alors, on voit ce que l'Union ne pouvait pas faire et ce que l'Union européenne a fait, ce qui a permis d'en savoir un peu plus sur cette idée, est-ce qu'elle est reçue ou pas, selon laquelle l'Union n'aurait rien fait, l'Europe ne réagirait pas à la crise ou ne ferait pas assez. En réalité, il y a autre chose qu'on pourrait se demander, c'est ce que l'Union européenne aurait pu faire. Parce que, en fait, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l'Union est compétente pour légiférer sur la prévention des épidémies, mais elle ne peut pas harmoniser, ça on l'a déjà dit, elle ne peut pas harmoniser les législations nationales, elle ne peut pas remplacer avec son droit le droit des États en la matière, c'est-à-dire donc adopter des actes à l'échelle européenne qui viendraient eux-mêmes dire ce qu'il faut faire ou pas faire en cas d'épidémie. En revanche, elle peut quand même adopter des législations qui peuvent encourager les États membres dans leur lutte. Sauf que ça, elle ne l'a pas fait. Et au vu du cheminement législatif pour adopter un tel encouragement, adoption d'un texte par le Parlement européen et le Conseil, après avis du Conseil économique et social et du Comité des régions, etc., inutile de dire que c'est désormais un peu tard. Il aurait fallu s'y prendre bien en amont. Et dans son programme d'action pour la santé 2014-2020, il y a bien un objectif de gestion des menaces transfrontalières graves pour la santé, objectif qui permet de soutenir des activités financées par l'Union européenne pour limiter la propagation de ces menaces en renforçant l'état de préparation à la réaction des États. Et c'est en particulier le cas des actions menées par le Comité de sécurité sanitaire qui a été créé en 2001 et qui a par exemple permis d'élaborer une stratégie de vaccination européenne pour freiner l'épidémie de peste porcine, mais que l'on n'a guère vu pendant la crise du coronavirus. Et à moyen terme, cependant, rien n'empêche à l'Union d'agir, à part peut-être la volonté à la fois de la Commission, du Parlement ainsi que du Conseil qui réunit les États membres. Alors du côté du Parlement européen justement, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette crise ? Une initiative d'envergure est passée extraordinairement inaperçue. Réunis en séance plénière le 17 avril 2020, les députés ont adopté par 395 voix contre 171 une résolution sur une action coordonnée de l'Union pour combattre la pandémie. Et ils y déplorent l'incapacité du Conseil à parvenir à un consensus et proclament que la solidarité entre les États membres n'est pas une option, mais une obligation, et que cette solidarité, elle fait partie des valeurs européennes. Par conséquent, dans leur résolution, les députés européens demandent le renforcement des moyens et des pouvoirs du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, celui dont je vous parlais tout à l'heure, pour lui permettre de pouvoir stocker du matériel médical et de dépêcher du personnel en cas d'épidémie. Donc en définitive, rien dans les traités de l'Union européenne ne s'opposerait à de telles mesures. Rien ne sert donc de dire que l'Union ne peut rien, ni de tout attendre d'elle, à l'inverse. La vérité est entre les deux, et il faudra bien garder à l'esprit la répartition des pouvoirs entre les États et l'Union lorsqu'il s'agira d'établir les responsabilités des uns et des autres dans la gestion de la crise sanitaire, pour améliorer, dans l'avenir, la réponse à apporter à un tel type de menace.
Mais maintenant, il est l'heure de passer à la chronique de Tania et les droits de l'homme, bordel. Alors Tania, aujourd'hui on reste dans la santé en général, mais plus particulièrement celle des étrangers. Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme. Le coronavirus a touché tout le monde sans exception, y compris les étrangers en France, en situation irrégulière ou en demande d'asile. Mais par quels moyens ont-ils pu être soignés ? Pour ces deux catégories de personnes, la France prévoit des régimes de protection afin qu'ils puissent être soignés. Tout d'abord, les demandeurs d'asile qui sont en possession d'une attestation confirmant le dépôt formel de la demande sont couverts par la PUMA et la CMU-C. PUMA pour protection universelle maladie qui est aussi étendue que le régime commun. Et pour bénéficier de cette protection, il faut en faire la demande auprès des services de sécurité sociale du lieu de résidence ou auprès de certaines associations. La PUMA peut donc se cumuler à la couverture médicale universelle complémentaire pour une prise en charge complète des frais de santé. Le demandeur d'asile sera affilié au régime général avec un numéro de sécurité sociale provisoire, 8 pour une femme, 7 pour un homme, et ne pourra donc prétendre à une carte vitale tant qu'il n'obtiendra pas le statut définitif de réfugié. Étant né à l'étranger, mon numéro de sécurité sociale a aussi débuté par un 8 et je comprends aujourd'hui pourquoi je n'étais pas un 2 immédiatement, même si franchement les femmes auraient pu être des 1. Bref, fin 2019, le 30 décembre même, le gouvernement a instauré un délai de carence de 3 mois à respecter avant l'envoi du formulaire PUMA qui a fait débat. Pourquoi ce délai de carence ? L'objectif affiché est de lutter contre le recours abusif au système de santé. Pourtant, les associations ont relevé que les études menées ne démontrent pas cet abus et ni que la carence de 3 mois permettrait de le résoudre. Pendant ces 3 mois, les demandeurs d'asile ne sont pas totalement exclus des soins, ils sont couverts pour les soins urgents. Mais bon, cela semble quand même moins protecteur que ce que prévoit la directive européenne relative aux conditions minimales d'accueil, qui précise que la prise en charge concerne les besoins essentiels, ainsi que les troubles mentaux graves. La prise en charge des troubles mentaux est importante, car les demandeurs d'asile sont très souvent atteints de stress post-traumatique, ayant évidemment fui un pays en guerre dans des conditions humainement catastrophiques. Et preuve en est le syndrome de résignation vécu par des enfants dont la famille s'est vue refuser l'asile. Ils s'enfoncent dans un coma inexpliqué, enfin en tout cas probablement lié à l'absence de sécurité qu'ils ressentent. Étonnamment, cette maladie touche principalement les enfants demandeurs d'asile en Suède, à moins qu'il n'y ait tout simplement moins de documentation dans d'autres pays. En juillet 2020, un groupe de personnes à bord du bateau SOS Méditerranée, chargé de sauver les personnes en détresse dans la mer, face à l'incertitude d'un débarquement en Europe, a aussi tenté de se suicider. Le bateau a dû se déclarer en état d'urgence médicale. Et aux dernières nouvelles, il débarquait en Italie après une 14aine de confinements liés au coronavirus. Passons à la seconde situation, celle d'un étranger en situation complètement irrégulière. Il existe pour lui l'aide médicale d'État, l'AME, créée en 2000, pour accéder à des soins sans avancer des frais. L'AME est ouverte sous 2 conditions, avoir moins de 746 € par mois pour une personne seule et prouver que la personne est en France depuis au moins 3 mois, donc les mêmes 3 mois que pour les demandeurs d'asile. En revanche, les prestations médicales couvertes sont réduites avec des remboursements plus faibles pour certains des médicaments, les lunettes, les prothèses dentaires, etc. Les frais sur les soins de confort et notamment les prothèses mammaires. L'idée est déjà reprise par la majorité. Écoutez la députée MoDem Sarah El Haïry. La nécessité, c'est quoi ? C'est l'urgence. Faire des prothèses mammaires, c'est peut-être pas une urgence, c'est certainement pas une urgence. Donc réformer de manière pragmatique, oui. Traiter l'urgence, oui. Par contre, pas de confort. Il y a donc ce mythe pour lequel les bénéficiaires de l'AME voudraient en réalité pouvoir faire des prothèses mammaires ou alors qu'ils sont dans des situations de fraude. Mais en pratique, on constate que, par exemple, en 2018, il n'y avait que 318 000 personnes qui ont bénéficié de l'AME pour un coût total de 848 millions d'euros et que, sur la question de la fraude, il s'agirait de 0,37% du montant total, soit 540 000 € d'après la CNAM. Merci Tania. Dites-moi Tania, est-ce que vous pouvez avouer maintenant sur cette antenne que vous êtes venue en France pour bénéficier du généreux système de santé français ? Non, sinon j'aurais été numéro 1. Merci en tout cas Tania pour cette chronique Droits de l'Homme. Merci à tous de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur le site d'Amicus Radio et des Surligneurs.
Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission sur le site d'Amicus Radio. Et comme d'habitude pour l'actu, vous nous suivez sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. Bonne journée à tous.